bienvenue. On est ravis de vous retrouver pour ce mentoring dédié au marketing B2B. J'ai deux invités, notamment un de nos mentors. Bonjour, bienvenue Mathieu, vous êtes donc le président fondateur du Chocolat des Français, et Marie-Laure, CEO de la beauté française. Tout à fait. Bienvenue à tous les deux. Merci. Alors, je disais Mathieu, donc vous êtes le mentor marketing B2B pour le salon Paris Retail Week cette année. Merci. Est-ce que déjà peut-être vous pouvez nous repréciser un petit peu l'univers justement du chocolat des Français? Oui, bonjour Claire. Donc, qu'est-ce que c'est que le chocolat des Français? Donc, nous, on élabore des super bons chocolats, évidemment en France. Ils sont tous bio et tous les étuis sont illustrés par des centaines et des centaines d'artistes. On est distribué exclusivement dans un réseau premium et alternatif composé d'épiceries fines, de concept stores, de grands magasins, d'hôtels 4 étoiles jusqu'au Palace. On est présent aussi dans les duty free. On a un magasin au 39 avenue de l'Opéra. On est voisins de Pierre Hermé et Cédric Grolet, qui sont nos amis. Et puis vous nous retrouvez en France, évidemment, et à l'international, au Japon et aux États-Unis. D'accord, donc une présence notamment dans des enseignes assez connues. Donc d'où votre présence dans l'univers du B2B. Et Marie-Laure, même question. Alors, oui, déjà, je suis Marie-Laure. Donc, j'ai travaillé 25 ans dans la beauté, dans deux grandes sociétés, deux grandes maisons que sont Clarins et Guerlain. Et donc, il y a quelques mois, j'ai créé une marketplace B2B. Donc, on va y revenir dans un instant, mais qui s'appelle La Beauté Française. Donc, cette marketplace, c'est la première marketplace de beauté française et responsable du marché. Donc, son objectif, c'est de mettre en relation toutes les pépites françaises de beauté qui se lancent chaque année, et Dieu sait qu'il y en a. On a eu Respire sur le plateau il y a quelques minutes, et qui souvent ont du mal à trouver des distributeurs. Donc, on les met face aux distributeurs, et donc notre rôle, c'est de mettre en relation les vendeurs et les acheteurs. Merci. Alors, on est ensemble pour 25 minutes. Je vais demander un petit compteur, comme ça je saurai à peu près où on en est. Je vais une première question, Mathieu, sur l'univers du marketing B2B. Est-ce que c'est un point important en quoi est-ce que c'est un point important dans la stratégie de votre marque? Alors, comme je l'ai dit juste avant, nous, on s'est lancé grâce à Colette. C'est un fameux concept store qui n'est plus là, mais qui nous a lancé. Et à l'époque, on croyait qu'on était une DNVB. Tout le monde pensait le chocolat des Français, c'était l'époque. On s'est lancé en 2014, il y a bientôt 7 ans. DNVB, oui. Voilà. Et vertical brand. Ouais. Exactement. Et alors, évidemment qu'on est présent sur le digital. On a été tout de suite présent via Instagram. À l'époque, il y a 7 ans, tout le monde parlait que de Facebook, à tel point que quand je disais aux gens suivez-nous sur Instagram, les gens nous cherchaient sur Facebook. Et j'en reviens sur le fait que c'est ce magasin-là qui nous a lancé. Et grâce à ça, en fait, on a une présence finalement omnicanal. On est à la fois dans des magasins, en digital, et la stratégie, en fait, elle est globale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être fort uniquement pour nous via un magasin, via une entreprise, et on doit s'adapter et avoir une grande agilité. D'accord. Donc, votre stratégie, elle est vraiment omnicanale. Vous ne vous focussez pas spécifiquement sur un canal en particulier. C'est compliqué, en fait. On est obligé de penser de manière globale. Lorsque vous êtes petit, vous êtes face à des très grands. C'est-à-dire que vous avez Lindt en grande distribution, vous avez des grands noms implantés comme Pierre Hermé, comme Alain Ducasse et comme tant d'autres, et vous devez vous faire une place. Et comment vous pouvez le faire? C'est uniquement en étant différenciant. Et vous devez prendre des opportunités, aussi bien sur des places en magasin. Donc, comme je l'ai dit, pourquoi on a été présent tout de suite en concept store? C'est parce qu'il n'y avait aucune marque d'alimentaire dans ces points de vente-là. On s'est dit, il y a une place à vendre. Et aujourd'hui, on est la seule marque d'alimentaire au monde à être présente dans tous les MoMA Design Store. C'est une visibilité et un chiffre d'affaires assez conséquent. Vous vous différenciez aussi pour cela? Alors, on s'est lancé
avec évidemment en cassant les codes d'un marché qui était très vieillissant. Si on regarde le marché du chocolat, les codes couleurs en tous les cas, ils étaient blanc, marron, noir. Et nous, on est arrivé avec des centaines de couleurs et des centaines d'illustrations faites par d'incroyables artistes. On a collaboré aussi bien avec Charlotte Lebon, avec Zep, avec Jean-André, Jean-Julien, André Sareva, le graffeur, et plein d'autres. Ce qu'on veut, nous, c'est révéler des talents, révéler des lieux, faire découvrir d'incroyables producteurs, parce qu'on est une marque de chocolat. Pourquoi on s'est lancé? Moi, j'ai un parcours académique assez pluridisciplinaire. J'ai été diplômé de Sciences Po et des Arts Déco de Paris. Et oui, je voulais réunir nos deux passions qui étaient le chocolat, enfin les arts et le côté un peu business avec le chocolat. Et pour ça, on s'est appuyé sur une grande communauté, parce que lorsque vous lancez votre entreprise, vous êtes obligé de vous entourer et d'être aidé. D'accord, on sent qu'il y a quand même un dénominateur commun, hein. C'est une passion, en tout cas pour les entrepreneurs. Chanty Bérel en parlait ce matin, ou même Justine Houtot avec Beryl Philippe. Voilà, quand il y a une passion qui vous anime, hein, vous la véhiculez finalement à travers de votre marque. J'ai la même question pour vous, Marie-Laure. Finalement, cette question, c'est pourquoi est-ce que le marketing B2B, ça constitue un point très important dans la stratégie de votre marketplace? C'est à l'essence même de la marketplace. En fait, une marketplace, par définition, c'est une offre extrêmement large et sans limite. Donc, la marketplace, la beauté française, en fait, elle va tirer une verticalité sur la beauté. Et donc, on va pouvoir avoir une offre qui va bien sûr autour des marques, comme on a vu tout à l'heure, qui sont des marques françaises, des marques engagées, donc ce sont des marques comme tout le monde, tout consommateur veut aujourd'hui, c'est-à-dire avec des formules clean, mais qui font attention aussi à leur packaging au zéro déchet pour protéger la planète. Mais on ne va pas avoir qu'une offre produit, on va aussi avoir des produits au service des magasins, donc de ceux qui vont acheter. Par exemple, ça peut être du linge pour les instituts et les spas, ça peut être des uniformes pour les conseillères de beauté, ça peut être de la PLV, ça peut être voilà, beaucoup de choses en termes de verticalité. En termes de marketing B2B, on est donc face à des professionnels. Il va donc falloir qu'on adapte notre contenu parce qu'on ne parle pas à un consommateur final, mais aux professionnels. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très fort au niveau marketing. Et puis, les process d'achat et d'acquisition ne sont pas du tout les mêmes qu'en B2C. Donc là aussi, il faut s'adapter. J'ai l'impression de souffler dans le micro. Et voilà, enfin, c'est un peu l'histoire du marketing d'une marketplace. Ouais. C'est un point important. Vous vouliez rebondir peut-être? Non, c'est assez différent. Nous, on n'a absolument pas la vocation d'être en marketplace. On a plutôt, nous, le but, c'est d'être fort sur notre site internet et d'adapter notre offre à un public sur le web. Parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on est omnicanal, on s'adresse à des cibles différentes et on doit avoir des réponses différentes pour chaque typologie de public. Très bien. Alors, ces derniers mois, finalement, le Covid a accéléré des mutations dans les équilibres à la fois entre les marques, les distributeurs, mais aussi les consommateurs. Et les marques et les retailers doivent se réinventer aussi leur modèle de distribution pour s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs. On en parlait aussi ce matin, un consommateur exigeant qui souhaite avoir beaucoup de transparence. Quel constat est-ce que vous avez fait? Et après, on y viendra. Comment est-ce que vous avez répondu, vous, à cette mutation? De notre côté, ça a été pas mal d'opportunités. Mais en même temps, évidemment, une grande difficulté. Lorsque vous êtes présent dans un réseau mondial et qui est touché de manière assez forte par le Covid, vous êtes obligé de vous réadapter et de repenser la stratégie de votre société. Grosso modo, les épiceries fines chez nous étaient ouvertes, les concept stores étaient fermés, évidemment, pendant le Covid, les grands magasins étaient complètement impactés, tout le travel retail était quasiment à zéro. On avait deux canaux, par contre, qui étaient en forte croissance, c'était le web et ce qu'on appelle nous corporate, ça va être en fait des chocolats qu'on va faire pour les grandes entreprises, aussi bien Chanel, Dior, Google, Facebook, des banques, des assurances, enfin voilà,
pas mal de choses. Ça, c'était un fort, il y avait une grosse traction là-dessus. Donc, on a réadapté certaines gammes de produits assez rapidement pour répondre à ces attentes-là. Et ça a été assez compliqué parce que l'image de faire rentrer un carré dans un rond ou un rond dans un carré, elle est impossible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en fait, obliger des gens à acheter votre produit ou uniquement vous dire, bah, finalement, les produits qui sont bien vendus en grand magasin ou dans les hôtels sont adaptés en web. Ça, c'est l'erreur fondamentale. Il faut repenser tout de suite et essayer d'avoir une agilité assez forte pour répondre aux attentes des consommateurs. Très intéressant. Marie-Laure. Alors, pendant le Covid, en fait, la première vague, j'étais encore chez Clarins et je me rappelle qu'on a questionné nos consommatrices pour savoir justement qu'est-ce qui changeait dans leur vie. Et tout répondait, on s'est reconnecté avec la nature. On a retrouvé l'importance de l'humain et puis donner plus de sens à la consommation aussi en consommant local et made in France. Et donc ce que disait Mathieu est très juste. En fait, les sociétés ont dû repenser leur stratégie. Alors beaucoup des collaborateurs étaient en chômage partiel, étaient un peu pas tous joignables, et donc en fait ces sociétés ont dû repenser leur stratégie, se réinventer leur offre, et personne n'était accessible. En fait, et c'est là où la marketplace est un modèle très intéressant, c'est que une marketplace B2B dédiée aux professionnels, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on a besoin de personne, on peut faire son avancée tout seul. Donc en termes d'agilité, et c'est ce que nous a aussi apporté le Covid, c'est que on doit être super agile dans ces moments-là et savoir être totalement autonome et pas être dépendant des autres. Voilà. D'accord. Si on rentre un peu plus dans le détail de la beauté française, justement, à qui s'adresse cette marketplace B2B précisément et quelle est la valeur ajoutée finalement proposée aux utilisateurs ? Alors, dans une marketplace, c'est la difficulté d'une marketplace, c'est qu'il faut aller séduire deux types de personas, les personas vendeurs et les personas acheteurs. Donc, en termes de vendeurs, comme je vous le disais tout à l'heure, on va avoir une verticale beauté avec différents types de marques. Donc, on va avoir aussi bien des marques qui se lancent et qui ont une référence que des marques qui ont un catalogue assez étendu. Donc, on a parlé des jeunes pépites françaises, mais à mon grand étonnement, on a des sociétés plus installées qui nous ont contactés parce qu'ils veulent la caution de la naturalité, du français, voilà. Donc, on a des personnes, ou des sociétés qui étaient très connues en pharmacie, qui veulent s'ouvrir à d'autres réseaux comme la parfumerie et qui s'appuient sur nous. On a une marque qui nous a donné sa marque en exclusivité d'ailleurs, en termes de revendeurs. Donc ça, c'est pour le côté vendeur. Et pour le côté acheteur, eh bien, on va avoir tous ceux qui, de près ou de loin, touchent à la beauté ou vendent de la beauté. Donc ça va très loin, en fait. On peut avoir le domicile, et on a beaucoup de femmes qui se sont reconverties pour faire du domicile, quel qu'il soit, vente Tupperware ou esthétique. On va avoir les instituts de beauté, on va avoir les spas d'hôtel, on va avoir les pharmacies, les parapharmacies, les grands magasins, les concept stores, les magasins spécialisés bio, vegan, etc., les groupements de parfumerie, le travel retail, Mathieu en parlait, voilà, c'est très très large, j'en oublie, les coiffeurs, tous ceux qui touchent à la beauté de près ou de loin. Oui, voilà. Donc c'est vraiment très large. Ouais. Alors vous avez revu votre stratégie de B2B pour répondre à cette conjoncture, Covid notamment, et vous êtes adapté au quasi 100% digital. Marie-Laure, en quoi est-ce que justement cette marketplace, elle repense les modèles d'achat et en quoi est-ce qu'elle facilite le test and learn pour les acheteurs ? Alors, je vais vous replonger pour ceux qui sont dans la salle et qui sont commerciaux ou négociateurs. Le 28 février 2000, on était tous heureux de finir les négociations et d'avoir nos piles à signer de contrats. Et le 7 mars, on se retrouvait tous confinés chez nous, avec des magasins fermés, avec des contrats qui n'avaient plus aucune valeur parce qu'il fallait tout recommencer, tout renégocier. Les paliers d'achat tenaient plus, les animations ne se faisaient pas en magasin, et voilà. Et ça a été un peu un déclic parce que le monde, effectivement, il change, qu'on peut plus être complètement lié comme ça à stocker ses distributeurs, à
voilà, on voit bien qu'aujourd'hui, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Donc, c'était un peu le but. C'est pour ça qu'on a, enfin, ce en quoi la marketplace, en tout cas la beauté française, change complètement la donne, puisque les prix sont déjà négociés. Donc, vous achetez pour un professionnel, il achète déjà à des prix négociés et il n'a aucun engagement, il n'a pas de contrat à signer, il n'a pas de minimum de commande à faire. Et donc, le test and learn est très facile parce qu'il peut choisir une marque, voir si cette marque est en adéquation avec ses consommateurs en magasin. S'il ne l'est pas, le mois d'après, il change de marque, il essaye autre chose. Je crois aussi beaucoup au modèle de la mode qui fait que pour séduire un consommateur et éviter que ce soit la course à la promotion et à l'attente de la promotion, font des capsules ou des collections éphémères. Et je pense que la beauté a besoin de se réinventer là-dessus, et un magasin qui aurait un linéaire dédié qui ferait tourner tous les mois, tous les trimestres, ça pourrait être très sympa de se dire qu'on rentre dans un magasin pour voir ce qu'il a de nouveau et que son stock étant limité, il faut qu'on l'achète tout de suite si on le veut. Voilà, c'est 2 exemples de test and learn, mais il y en a beaucoup. Mathieu, vous aussi faites des collections capsules, justement. Alors oui, c'est vrai que nous, on fait des collections. On a fait d'ailleurs une collection unique. On avait fait une exposition de tablettes originales et uniques dans une galerie d'art. Donc ça va de 1 exemplaire à des milliers, voire des centaines de milliers d'exemplaires. Nous, c'est un peu différent. Forcément, je ne vais pas être favorable au modèle de Marie-Laure, qui va à l'encontre de ce que... c'est normal. Ouais. Mais oui, l'important en tous les cas, c'est de répondre aux attentes, d'avoir une grande agilité sur ces périodes qui étaient assez troubles. Et c'est un truc, par exemple, que tout le monde peut facilement comprendre. Lorsqu'à Pâques, il y a eu le Covid, la grande majorité des chocolatiers étaient dans l'incapacité de vendre sur le web tout leur moulage, pour l'unique et simple raison que lorsque vous envoyez par la poste, le moulage est détruit, donc votre lapin, votre cocotte, enfin ce que vous voulez. Nous, on a eu l'opportunité de fabriquer des œufs en métal à l'intérieur des chocolats, et c'était du coup facilement, le shipping était assez facile. Alors, des modèles différents, mais un point qui vous réunit, c'est quand même le Made in France aussi. Je vous laisse en parler. Le Made in France, pour nous, en fait, c'était plutôt une facilité plus qu'un axe marketing. Ça veut dire qu'il y avait un petit clin d'œil. Évidemment, lorsque vous pensez chocolat, vous pensez tout de suite Suisse et Belgique. Néanmoins, le chocolat, il est arrivé en France au niveau historique. On a voulu créer cette aventure pour réunir des personnes autour de notre projet, de notre entreprise, et il était forcément plus facile pour nous d'aller découvrir et rencontrer des producteurs incroyables en France qu'à l'étranger. Donc le Made in France, il est venu de manière naturelle. Et puis maintenant, c'est vrai que c'est un axe, c'est des valeurs, c'est pas mal de choses, et c'est venu par la suite, forcément. Pour moi, c'est parti d'une vision, en fait. J'avais la vision du marché et des marques historiques et conventionnelles qui, sans que ce soit péjoratif, qui préemptent complètement le marché de la distribution. On les voit partout. Et pour moi, le marché de la beauté, tous les acteurs racontaient un peu la même histoire. Et pourtant, je voyais toutes ces jeunes marques françaises se lancer, disrupter complètement le marché avec un coup du dentifrice à croquer, du shampoing solide, j'en passe, des formules sans eau. Il y a plein de choses qui se lancent. Et je ne comprenais pas pourquoi la distribution ne bougeait pas plus vite à référencer ces marques. Et donc, c'est ce qui m'a poussée, en fait, plus que le Made in France, à aller vers le Made in local, parce que personne n'a pris la position nos régions du talent version beauté, et je crois beaucoup à ça, et pour réinventer et réenchanter les magasins. Donc il y aura bien un acteur qui va prendre la parole sur le local, mais quand on discute avec les distributeurs, en fait c'est très compliqué de rentrer en relation avec toutes ces petites sociétés et leur mode de fonctionnement. Ils sont très très loin les uns des autres, donc pas loin en distance, mais loin en termes de discours et voilà. Et donc c'est en ce sens que la marketplace adresse plus que le Made in France, le Made in local.
Très Et bien. donc, il y a des filtres en fait qui permettent à n'importe quel distributeur de trouver sa région et toutes les marques disponibles dans sa région et les produits, produits en région. D'accord. Un petit mot de conclusion pour ce mentoring et des conseils à donner au public peut-être pour justement trouver la bonne voie dans l'univers du marketing B2B. Alors déjà, au niveau de la petite nouvelle, nous, on va être présents. On a remporté un appel d'offres. Vous nous retrouverez dès que vous prendrez le train, enfin plus précisément le TGV. On sera le chocolat qui accompagnera toutes vos boissons chaudes, café, thé, chocolat. Donc n'hésitez pas à aller consommer au bar TGV Inouï à partir du 14 octobre. Et puis après, un conseil, non, c'est de se lancer, de rien lâcher. C'est hyper compliqué forcément de se lancer en B2B parce que tout simplement déjà, lorsqu'on parle des magasins, vous avez des linéaires qui sont déjà pris, les places sont prises, les places sont très très chères. Donc le conseil que j'ai peut-être à donner, moi, c'est d'être différent, de marquer votre différence par rapport à vos concurrents. Sans ça, ça sera quasiment impossible de remplacer un acteur déjà en place. Je parlais juste de notre réseau Omnicanal. Nous, on a fait le choix, ça a été un véritable choix de refuser la grande distribution. Tous les acteurs nous souhaitaient, que ce soit de Monoprix à Leclerc, et ils nous ont tous ouvert grand les portes. On a refusé parce que là aussi, il faut savoir là où vous voulez aller. Vous ne pouvez pas être à la fois dans des palaces et en grande distribution, sinon vous allez vous cramer. Donc des choix importants à faire. Très intéressant et très bon conseil. Oui, je suis d'accord, il faut rester cohérent avec sa stratégie et sa ligne de conduite. Écoutez, moi, je vais vous inviter à l'atelier à 14h avec Wiza Place. Pour ceux qui veulent échanger un peu plus et en savoir plus, vous me retrouvez en salon 3, je crois, tout à l'heure. D'accord. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour vos conseils. Merci On a hâte beaucoup, de déguster les chocolats. Et en tout cas, je vous invite à aller sur les sites, rentrer dans l'univers du chocolat des Français, découvrir véritablement la toute nouvelle marketplace de la beauté française. Un grand merci à tous les deux pour votre participation et vos témoignages. Merci.